Bonjour. Alors, ce cours est destiné aux étudiants du S4 droit en commun. La matière, c'est les instruments de paiement et de crédit. Dès le début, une clarification s'impose pour distinguer entre les instruments de paiement et les instruments de crédit, dans la mesure où il y a plusieurs points de convergence et plusieurs points de divergence. Ce qu'on doit dire pour les points de convergence entre les deux instruments, c'est que les deux instruments, ils visent l'exécution d'une obligation. Une obligation qui tourne autour de la monnaie, de l'argent. Les instruments de paiement et les instruments de crédit ont pour origine la volonté d'assurer l'exécution d'une obligation. Ça peut être une obligation contractuelle. Et on va voir après que les différents instruments, ils cachent en eux, ils cachent la monnaie, ils cachent une obligation de satisfaction entre les protagonistes de ce moyen. Les instruments de paiement et de crédit, ils se distinguent dans l'objet de cette obligation. Parce que quand on parle des instruments de paiement, on parle d'une obligation de payer une somme d'argent. Pour les instruments de crédit, on vise le financement d'une opération commerciale, mais bien sûr, cette obligation de financement, elle est à court terme, ce qui caractérise les dispositions, par exemple, du Code du commerce. Une autre distinction s'impose entre les instruments de crédit et l'opération de crédit. Parce que l'opération de crédit, c'est l'œuvre des établissements de crédit. Je vais, en tant qu'institution de crédit, donner, ou bien je vais promettre à donner à une autre personne du crédit. Alors que les instruments de crédit, ils sont régis autrement, et ça, c'est une autre chose. Quand on parle des instruments de crédit et de paiement, il faut dire que l'objectif de l'existence de ces moyens de paiement et de crédit, c'est de faciliter la tâche aux gens. Et en premier lieu, les commerçants. Les commerçants ont besoin d'instruments de paiement et de crédit capables d'assurer leur bonne exécution. Ils ont besoin d'instruments faciles, ils ont besoin d'instruments qui sont fiables, d'où la nécessité d'une bonne réglementation juridique. Le droit marocain a développé au sein de son arsenal juridique plusieurs moyens et plusieurs instruments. Bien évidemment, ces dispositions s'inspirent des législations étrangères. Bien sûr, le contexte économique marocain, au niveau de la concrétisation et la mise en œuvre de ces moyens de paiement, ou bien de ces moyens de crédit, se différencie des autres pays, parce que le contexte marocain, il est à part. On ne peut pas parler de la mise en œuvre des instruments de paiement et de crédit d'une façon similaire. Alors, l'activité commerciale se développe rapidement et change d'instruments et de moyens au fur et à mesure que les acteurs concernés par cette activité proposent des formules plus adaptées à leur mouvement et au mouvement des capitaux. Parce que le commerce, il change, les opérations commerciales, elles se compliquent, et bien sûr, nous, en tant que législateurs, par exemple, ou bien quand on parle de la législation, il faut qu'elle soit en harmonie avec ce changement et avec cette révolution au niveau des techniques. La technologie et la révolution de l'informatique interviennent aussi pour mettre à la disposition de ces acteurs des instruments infaillibles. On parle maintenant de la monnaie électronique. Et on sait très bien
que cette monnaie électronique va faciliter la tâche, par exemple, aux opérateurs, va faciliter la tâche aux commerçants, va faciliter la tâche dans la scène ou bien sur la scène commerciale économique. Et c'est la raison pour laquelle le législateur doit adapter sa législation à tout ce changement. Les moyens de paiement et de crédit sont deux notions qui doivent être distinguées de celle ou bien d'une notion qui est classique et qui se trouve au sein du code de commerce. Il s'agit de l'effet de commerce ou bien les effets de commerce. L'ensemble vise à faciliter, en dehors de la monnaie fiduciaire. Quand on parle de la monnaie fiduciaire, ça veut dire la monnaie émise par l'État. La circulation des créances de sommes d'argent, tout ça pour satisfaire divers besoins économiques. Et on va voir que au niveau de l'adaptation de cette monnaie, le législateur suit automatiquement l'évolution et la révolution technologique. On parle de la monnaie fiduciaire et maintenant on parle de la monnaie scripturale. Les entreprises, leurs clients et les créanciers et bien sûr les débiteurs ont besoin d'instruments efficaces. Et le plus important, ils ont besoin d'instruments qui sont sécurisés afin de régler, voire élargir leurs relations de crédit et de paiement. Sur le plan technique, si le commerce bénéficiant de la mondialisation des capitaux, des produits et des services ont atteint aujourd'hui des proportions phénoménales. On est face à plusieurs moyens et des fois, cette pluralité va compliquer les choses au niveau de la réglementation. Sur le plan juridique, ou bien sur le plan de la réglementation, il passe par des techniques variées, soumises à des réglementations différentes. La réglementation juridique propre à la lettre de change, par exemple, ce n'est pas comme la réglementation dédiée au chèque. La réglementation de ce dernier, il n'est pas comme la réglementation du virement ou bien de la carte bancaire, mais il y a des points communs aussi entre ces différents moyens. La matière des instruments de paiement et de crédit, qui est à la base une matière proche du droit de l'économie, se caractérise donc par la fréquence des interventions réglementaires et par l'extension des choix laissés aux opérateurs. Je crois que la législation ou bien la réglementation juridique suit l'évolution et la révolution dans le domaine des moyens de paiement et de crédit. Alors, les moyens de paiement et de crédit sont des moyens par lesquels les créanciers recouvrent leurs créances et ce sont généralement la lettre de change, le billet à ordre et le chèque qu'on appelle classiquement les effets de commerce. Aujourd'hui, d'autres instruments s'imposent. Vu le contexte économique international et vu les techniques mises au niveau des transactions, d'autres techniques se sont imposées et on parle en l'occurrence de la carte bancaire. La doctrine tend généralement à exclure le chèque des effets de commerce parce que le chèque n'est pas un instrument de crédit, mais ce dernier a fini par s'imposer dans le contexte commercial. Et on peut parler, ou bien on peut dire que le chèque a fini par trouver une place au sein du code du commerce. On va commencer par définir les instruments de crédit d'une façon brève. L'expression instrument de crédit désigne habituellement un procédé qui permet aux commerçants d'exploiter les créances qu'il détient contre clients pour procurer un crédit.
dite de mobilisation auprès d'une banque. Alors, le titulaire s'en procure immédiatement leur montant et donc les fonds nécessaires au paiement de ses propres créanciers, le poids du terme étant reporté sur l'établissement mobilisateur. Les instruments de crédit sont des titres qui sont payables à échéance, mais l'échéance, elle est à court terme. Mais ils peuvent être mobilisés, c'est-à-dire que le créancier peut obtenir, avant l'échéance, une somme égale à la valeur de l'effet, en procédant à l'escompte. L'essentiel dans ces moyens de crédit, c'est de miser sur la rapidité. Je ne vais pas attendre à la fin pour pouvoir toucher un fonds, mais je vais aller plus vite en procédant à différents mécanismes réglementés par le législateur et par le droit marocain. Parmi ces mécanismes, on parle de l'escompte commercial, qui est une opération dans laquelle un client paye la facture de son fournisseur au comptant au lieu d'attendre l'échéance prévue. Les instruments qu'on appelle les effets de commerce sont des titres qui se caractérisent par plusieurs caractères. Ce sont des instruments qui sont abstraits, c'est-à-dire ils ne dévoilent pas la cause pour laquelle ils ont été mis en œuvre. Ce sont des instruments qui sont négociables, c'est-à-dire que le titre qui représente de l'espèce, l'argent en l'occurrence, doit respecter ou bien ne doit pas respecter les formalités qu'on trouve par exemple dans le Deos et le Daïr des obligations du contrat. Ce caractère, il vise la rapidité. On sait très bien que quand on parle d'un contrat, il faut se référer aux obligations et à la réglementation qui figure dans le Daïr des obligations et des contrats. Mais quand on parle des effets de commerce, des instruments de crédit, qui se caractérisent par la rapidité et par la célérité, on doit opter vers d'autres mécanismes et d'autres formalités. Le caractère négociable, c'est-à-dire transmissible par l'un des procédés simplifiés de la pratique commerciale. On sait très bien qu'il y a plusieurs actes. On parle d'un acte ou bien authentique et un acte de sous-seing privé. Quand on parle de ces instruments de crédit, on n'est pas obligé de passer par les formalités du Daïr des obligations et du contrat, mais il faut aller plus vite et c'est la raison pour laquelle on n'a pas besoin de passer par les actes authentiques. Pour définition, l'acte authentique, c'est un acte reçu par un officier public qui a compétence pour instrumenter dans le lieu où cet acte a été rédigé. Et il se distingue d'un acte sous seing privé qui est seulement signé par les parties, d'où l'application de la réglementation générale. On dit que le contrat, c'est la loi des contractants. Ces moyens de crédit, ils sont transmis par tradition, qui suppose un titre au porteur. Ils sont transmissibles par tradition, ça veut dire on peut les transmettre de main à main. C'est une technique aussi pour faciliter et pour aller plus vite. Ces techniques, elles peuvent être transmissibles par endossement, qui est un moyen plus efficace et plus complet, et qui consiste à l'apposition d'une signature au dos, au titre, suivi de sa remise. Le nom endossement
le définit ou bien se définit lui-même. Parce que le mot endossement porte ou bien nous amène à ce qu'on doit apposer une formalité au dos de l'instrument. Il suppose un titre à ordre qui autorise expressément le créancier à substituer toute personne de son choix sans l'accord du débiteur. Parce qu'on peut se trouver devant plusieurs personnes, des créanciers, ou bien le créancier et plusieurs débiteurs, et je peux toucher, par exemple, le fonds ou bien la somme concernée sans pour autant demander l'acceptation du débiteur. Ces moyens de crédit représentent une valeur, et cette valeur, elle est monétaire. Cette valeur, elle est égale à une monnaie, puisqu'à son terme, seule la remise d'une somme d'argent au créancier est en mesure de libérer le débiteur. Au niveau des échanges, on va essayer ou bien on va échanger une lettre de change, un chèque, un ordre ou bien un billet à ordre, mais à la fin du compte, il y a une valeur à l'intérieur de ces papiers, à l'intérieur de ces mécanismes. Et à la fin, celui qui va toucher ou bien celui qui va bénéficier de la lettre de change, il va toucher une valeur correspondante à une somme d'argent. Les instruments de crédit peuvent servir d'instruments de paiement. Et ce qui caractérise, bien c'est là où il y a des points de divergence parce que les instruments de crédit peuvent se transformer ou bien peuvent jouer le rôle d'instruments de paiement, alors que l'inverse n'est pas possible dans la mesure où on ne peut pas trouver un instrument de paiement qui joue le rôle d'un instrument de crédit. En ce qui concerne les instruments de paiement, selon la loi bancaire, sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments, quel que soit le support ou bien le procédé technique utilisé et qui permet à toute personne de transférer des fonds. De cette définition, on peut dire que le législateur a adopté une définition qui est extensive dans la mesure où n'importe quel support, n'importe quelle technique utilisée et qui permet le transfert des fonds peut être considéré comme un moyen de paiement. On ne peut pas parler des moyens de paiement sans parler de la monnaie. Parce que la monnaie qui doit pouvoir circuler d'une façon commode, passer sans difficulté dans les mains d'une autre personne. Les moyens de paiement cachent la monnaie ou bien cachent de l'argent. Cette monnaie, elle peut être sous plusieurs formes. La monnaie métallique, qui est longtemps la seule forme de la monnaie et qui répondait assez bien aux exigences de la vie, parce que quand on parle de la monnaie métallique, que ce soit la monnaie en argent ou bien la monnaie en or, c'était le seul moyen de paiement qui existait. Dès la fin de l'époque médiévale, Moyen Âge, on a développé d'autres techniques et on a estimé que cette monnaie avait beaucoup ou bien avait de nombreux inconvénients. Et on a pensé à la monnaie fiduciaire, qui peut se définir comme celle qui comprend les pièces et les billets de banque. Et c'est une monnaie qui est venue plus tard et ne pose pas les mêmes problèmes pratiques de transport, mais elle n'échappe pas au risque des voyages parce que la transmission, la circulation de la monnaie fiduciaire, elle risque, par exemple, plusieurs choses. Le vol, par exemple, la destruction. Et c'est la raison pour laquelle
on a tendance toujours à chercher d'autres alternatives. Le besoin de techniques de transfert de fonds autres que la remise de la main à la main, la technique ou bien le besoin de chercher ou bien de trouver d'autres monnaies à la place de la monnaie fiduciaire nous a amené à ce qu'on appelle la monnaie scripturale, c'est-à-dire la monnaie inscrite dans des comptes tenus par des banques ou des établissements assimilés. Quand on parle de la monnaie scripturale, on parle de l'argent en chiffres enregistrés dans les banques, dans les comptes courants et qui forment cette monnaie. Cette forme de la monnaie représente aujourd'hui, dans les pays développés, un encours très supérieur à celui de la monnaie fiduciaire parce que au niveau de la rapidité, au niveau de la célérité, on a tendance à aller voir ou bien aller vers cette monnaie scripturale que vers la monnaie classique ou bien traditionnelle. L'évolution des moyens de paiement dans les pays industrialisés, bien sûr, alimentés par les progrès technologiques et en accélération constante depuis plusieurs années. On peut dire que ces moyens de paiement constituent un système cardiovasculaire de la vie économique et de la vie d'une façon générale. C'est également un secteur qui se situe au cours d'enjeux primordiaux, non seulement pour l'industrie bancaire, qui est le protagoniste phare de la circulation de cette monnaie, mais aussi au niveau des simples citoyens quand on parle de la vie économique et de la vie sociale. La monnaie, comme un élément phare de ces moyens de paiement, peu importe la théorie sur laquelle on peut se baser pour parler de la monnaie, qu'il s'agisse de la monnaie marchandise ou bien la monnaie valeur, parce que la monnaie valeur, c'est celle qui cache une valeur. Et c'est la même chose pour la monnaie marchandise quand on a échangé, par exemple, plusieurs marchandises. Même la marchandise, elle a une valeur. Alors, cette monnaie doit être sûre et doit être accessible et doit être bien réglementée. Et c'est la raison pour laquelle on a donné ce rôle qui est primordial aux banques centrales. Alors, au niveau comparé, il y a plusieurs publications, des travaux qui ont porté le nom de plusieurs livres, par exemple le livre rouge ou bien le livre bleu, et qui ont misé et qui ont montré la valeur de la circulation et l'adoption de ces moyens de paiement au niveau des pays. Un point très important quand on parle des moyens de paiement, c'est que ces moyens de paiement ne sont pas à l'abri de la concurrence. Les évolutions technologiques ont placé les moyens de paiement dans un monde fortement concurrentiel. Ces moyens constituent un puissant vecteur de communication intéressant tous les acteurs économiques. Le développement de ces moyens et surtout le développement harmonieux d'un secteur aussi sensible et universel doit donc nécessairement être étayé par des actions, par une réglementation juridique adaptée. Cette adaptation au niveau de la législation est expliquée et justifiée par le rôle économique des instruments de paiement. Le rôle pratique essentiel des instruments de paiement est d'éviter toute manipulation
d'espèces monétaires. La création aussi d'instruments spécifiques qui doivent être simples et qui doivent être rationnels. Le développement de ces moyens de paiement va de pair avec la réglementation juridique. L'importance de ces moyens de paiement et le rôle joué par les établissements de crédit a conduit le législateur marocain, par exemple, à investir sur la Banque du Maroc d'une façon à surveiller généralement ces instruments et les systèmes de paiement en l'occurrence. Les inconvénients des instruments sous forme papier. On parle des inconvénients dans la mesure où on cherchait la sécurité et on cherchait la garantie de transmission et la garantie de circulation de ces moyens. La nécessité du papier est beaucoup moins certaine aujourd'hui, dans la mesure où le papier est aujourd'hui un handicap, parce qu'il est source de frais de traitement et source de retard dans l'exécution des opérations, et c'est la raison pour laquelle on doit chercher d'autres alternatives au papier. Ainsi, on arrête et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle séance pour la prochaine fois, Inch'Allah.